Professeur, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous voir. Merci. À mes yeux, vous êtes une figure gaulliste. Vous êtes celui qui a dit non. Oh, c'est pas une surprise non plus, parce que j'ai été élevé par un monde gaulliste, donc de résistants de la toute première heure. Ah, vous aussi. Moi aussi. C'est peut-être ça. C'est peut-être là où on se retrouve. En prenant de l'âge, on finit par dire que les parents, finalement, ne disaient pas que des conneries. Oui, et puis plus que ça, c'était une anecdote intéressante que j'ai rapportée plusieurs fois. Mon grand-père avait été une partie de sa vie militaire de carrière et il s'est rengagé comme officier, il était officier de cavalerie. Il s'est rengagé avec croix de guerre et tout ce que vous voudrez. Il s'est rengagé en 39 pour faire la guerre, à 60 ans. Et quand Pétain a signé l'armistice et a demandé à tous les soldats français d'aller se rendre aux Allemands sans même avoir tiré, il a refusé de le faire. Il est revenu à Marseille et quand il est arrivé à Marseille, on l'a mis en prison pour désobéissance à la prison Saint-Pierre, donc il est devenu tout de suite gaulliste. Il est devenu chef du réseau de résistance immédiatement combat à Marseille. Son réseau a commencé à être démantelé quand les nazis sont arrivés à Marseille en 43. Il a laissé la direction à ma grand-mère. Ma grand-mère s'est fait attraper par le chef de la Gestapo de Marseille, qui s'appelait Delage, ou se faisait appeler Delage, qui s'appelait Dunker en réalité, qui l'a foutu en prison lui aussi dans la même prison Saint-Pierre avant qu'elle soit déportée à Ravensbrück. Cette prison Saint-Pierre, ça m'amuse d'en parler toujours, parce que c'est devenu le site de l'assistance publique. Et quand les directeurs de l'assistance publique croient me faire peur, quand ils me reçoivent là-bas, je leur dis, vous ne croyez même pas, dans ma famille, nous n'avons jamais eu peur dans cet endroit. Commencez maintenant. Alors, je vais vous citer, ou je vais citer d'autres illustres auteurs que vous aimez à citer. Vous devrez reconnaître de qui il s'agit, de vous ou d'un autre, et surtout, on commentera. Déplaire est mon plaisir. J'aime qu'on me haïsse. Mon cher, si tu savais comme l'on marche mieux sous la pistoletade excitante des yeux, comme sur les pourpoints font d'amusantes taches le fiel des envieux et la bave des lâches. Cyrano, ça bien sûr. Cyrano, Edmond Rostand, ce sera votre épitaphe? Ah, je sais pas, je pense pas à mon épitaphe, mais en tout cas, je trouve que c'est une phrase magnifique. Il y a quelque chose. C'est pour ça que dans ce pays, il y a des choses qui m'irritent et des choses que j'aime. Quand on parle de la guerre et du gaullisme, ce pays a un mélange de découragement qui est toute son histoire. Il y a quelque chose de très particulier dans l'histoire de France, euh, c'est cette capacité à être découragé après la première défaite. Les Américains, moi, la première fois que j'étais aux États-Unis, que je suis allé boire le soir dans un bar américain, j'ai failli me battre parce que le type me disait, vous êtes des Français, vous êtes des surrenders. Les gens qui vous rendaient. Alors, bien sûr, chez moi, ça n'a jamais arrivé. Pour vous dire la vérité, le pire de mes ancêtres, moi, c'est l'histoire qu'on racontait, ou que racontait ma grand-mère. Ma grand-mère disait qu'elle descendait d'une femme qui avait été mise enceinte par Henri de la Roche-Jacquelin pendant la virée de Galerne, qui l'avait jamais reconnu parce qu'il était mort. Et Henri Jacquelin, comme vous le savez sans doute, était le chef de la résistance chouane. Il était général en chef à 22 ans et mort à 23 ans. Et sa devise était si j'avance, suivez-moi, si je recule, tuez-moi, et si je meurs, vengez-moi. Donc, si vous voulez, c'est une devise assez tonique, on peut dire, vous voyez. Toute vérité passe par 3 étapes. Elle est d'abord ridiculisée, puis violemment combattue, avant d'être acceptée comme une évidence. Oui, oui, bien sûr. Je me rappelle plus qui a dit ça. Schopenhauer. Ah, Schopenhauer. Ouais. Il y a une autre citation sur la vérité qui est très intéressante aussi, mais là faite par un des plus grands physiciens, par Max Planck, qui dit la vérité ne triomphe jamais, mais ses adversaires meurent. C'est plein d'enseignements et ça me donne du cœur au ventre. On a des combats un peu différents, mais il y a des jours où on désespère quand même de la nature humaine. Il ne faut pas désespérer. Et donc la France, pardon, je disais ça, la France a cette spécificité, a eu cette spécificité, c'est d'avoir dans les combats
la furie française, hein, comme disaient les Italiens. Mais si vous regardez dans toute l'histoire de France, il y a eu énormément de situations dans lesquelles une seule défaite a suffi à faire que la France s'écroule. Donc, bien sûr, c'est Azincourt, bien sûr, c'est Crécy, bien sûr, c'est euh, 40, bien sûr. Et donc, cette capacité d'héroïsme d'une part et d'autre part d'effondrement moral est une des spécificités de la France, comme est une spécificité de la France aussi, je l'ai cité plusieurs fois, le fait d'avoir de temps en temps un goût immodéré pour la grandeur. Et c'est ça qu'il y a dans Cyrano de Bergerac, ou qu'il y a dans les Trois Mousquetaires, ou qu'il y a, vous voyez, la grandeur. Et d'autre part, cette haine absolument inouïe pour la grandeur qui va se traduire, si vous voulez, dans des temps extrêmement raccourcis quand même entre euh, Louis XVI et Napoléon. Au milieu de ça, vous allez avoir la Révolution où on va tuer le plus grand scientifique du monde, qui est Lavoisier, on va tuer le plus grand poète français, qui est Chénier, on va tuer le plus grand juriste français. Et puis viendra Napoléon qui rencontrait une admiration folle pour la grandeur. Donc cette alternance de haine pour la grandeur et d'amour pour la grandeur est aussi une spécificité de la France qui est très particulière. Louis XIV adorait la grandeur. Il ne pouvait pas laisser quelqu'un de plus riche que lui parce que les Romains non plus, ils ne laissaient pas faire ça en particulier. Nous, on laisse faire ça. C'est une folie de notre histoire hein, d'avoir des sociétés privées plus riches que 99% des États. C'est une folie. Il ne faut pas laisser faire ça. Ça s'est terminé à Rome d'une manière dramatique que vous connaissez. Il ne faut pas oublier que, effectivement, à la fin de la République romaine, il y avait des individus qui pouvaient se payer une armée supérieure à celle de l'armée romaine, quand même. Hein. Donc, il a bien fallu que ça s'arrête, et ça s'est arrêté de manière assez singulière. Hein. Donc, je crois que la France a cette particularité d'avoir ce goût à la fois pour la grandeur et de temps en temps ces abattements dépressifs, si vous voulez, où tout le monde baisse les bras, laisse les choses se faire, et puis par trouver normal que Mais vous, professeur, vous êtes un héros français et on ne sent pas cette dimension dépressive chez vous. On a l'impression que vous ne renoncez jamais. On se demande à quoi vous tenez en vrai. heureusement, on n'est pas tous pareils, si vous voulez. Donc, la nature est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Tout le monde peut pas être. Vous savez, moi, j'ai une vision du héros qui est la vision hegelienne. Hein. Vous savez qu'à un moment, c'est ce que dit Hegel. À un moment, c'est les ruses de la raison, le héros. C'est que de temps en temps, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui incarne la raison et qui prend une dimension héroïque par hasard, parce que il faut bien que quelqu'un incarne la raison. Donc les ruses de la raison, il disait ça à propos de Napoléon, bien sûr, je ne peux pas me comparer, il faut comparer les choses qui sont comparables. Et si vous voulez, les ruses de la raison font que à un moment, quelqu'un se trouve dans une situation dans laquelle il représente le héros. Mais il faut faire attention de ne pas transformer les héros en demi-dieux. Ça, c'est l'hybris. Il ne faut pas le faire. Voilà. Faut pas prendre ça trop au pied de la lettre. Mais vous vous revendiquez aussi stoïcien. Le bonheur ne consiste pas à acquérir et à jouir, mais à ne rien désirer, car il consiste à être libre. Oui, moi, si vous voulez, je crois beaucoup pour revenir, pour se plonger dans les versions du stoïcisme, hein, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs versions. Moi, je connais bien le stoïcisme romain. Hein. D'ailleurs, quand les gens me plaignent, je dis, vous savez, mon maître, c'est Sénèque, qui est un génie aussi bien de l'écriture, de la littérature, la philosophie, du théâtre. Enfin, il n'y aurait pas Racine sans Sénèque. Hein. Enfin, c'est extraordinaire. Et je peux pas dire, vous savez, les stoïciens apprennent à vivre dans leur époque. C'est pas eux qui déterminent. Je dis souvent, moi, je suis un acteur qui joue sa pièce, c'est ce que disaient les stoïciens. Hein. Mais c'est pas moi qui ai inventé le théâtre, c'est pas moi qui ai écrit la pièce. Je joue la pièce, je la joue aussi bien que je peux la jouer, et j'essaie de conserver l'estime de moi en jouant cette pièce. Et donc, je pense que les stoïciens ont joué un point très très important. Alors, vous avez de la chance, vous êtes le premier à qui je le raconte. Je raconte des histoires plusieurs fois. La structure de la société post-romaine, la société chrétienne post-romaine, est un mélange de la loi judaïque, la loi mosaïque, et qui est devenue la loi, et qui a généré la loi, et de la vertu stoïcienne, qui a généré l'idée même du péché. Et c'est très intéressant parce que le péché et la loi, c'est deux choses qui sont différentes.
on ne va pas ou on ne devrait pas vous mettre en prison parce que vous êtes gourmand ou parce que vous êtes en Angleterre, on fait ça parce que l'héritage n'est pas romain, hein, mais parce que vous êtes adultère ou parce que vous êtes avare ou parce que, vous voyez, les péchés capitaux, ça c'est les stoïciens, c'est la vertu. Et bien sûr, c'est extraordinairement difficile, voire impossible d'être entièrement vertueux, et on essaie de faire ce qu'on peut. Hein. Et la loi mosaïque s'impose à tout le monde, tandis que la vertu s'impose à chacun de ceux qui veulent avoir l'estime d'eux-mêmes. Et donc, quand je dis ça, c'est pas entièrement en l'air, c'est parce que quand on s'intéresse à Sénèque, parmi les choses qui sont attribuées à Sénèque et dont on sait que c'est pas vrai, il y a un certain nombre de lettres apocryphes de Sénèque à Paul. Donc il y a une correspondance virtuelle, qui a probablement pas existé, entre Paul et Sénèque pour montrer la compatibilité de la vision qu'avait Paul, qui était l'apôtre des gentils, c'est-à-dire de ceux qui n'étaient pas juifs, et de Sénèque, qui était un homme sage. Comment ces hommes pouvaient se parler entre eux. C'est pour ça que je pense qu'effectivement, le syncrétisme chrétien entre la vision juive et la vision romaine vient de ce mélange entre la sagesse des stoïciens et la loi des juifs. Je pense que c'est un mélange des deux. Le temps est père de vérité. Ah, je ne sais pas qui a dit ça. Qui a dit ça? C'est un confrère à vous. Je ne sais pas qui ça. Rabelais. Ah oui. Ça veut dire que le temps, il suffit d'attendre et on voit passer le cadavre de ses ennemis. On l'a un peu dit tout à l'heure. Mais dans votre histoire, qui est la nôtre, c'est l'histoire d'une épidémie et on se fait rouler dans la farine par des crétins, des incapables. Un mec se dresse et dit non. Enfin, pas qu'un mec, quelques personnes se dressent. Mais vous êtes leur leader. Et aujourd'hui, tout est en train de s'effondrer sous nos yeux. Tout ce qu'ils nous ont raconté et contre lequel vous luttiez. Maintenant, même des gens qui se sont fait vacciner, qui croyaient à fond, commencent à se dire non, on s'est fait bananer. Donc le temps est père de vérité. Oui, avec de la chance, parce que avec de la chance, j'introduis un, un drôle de joker. C'est pas sûr. Euh, c'est pas sûr. Ça arrive, mais comme l'histoire est racontée, si vous voulez, par ceux qui ont l'accès à la diffusion de l'information, vous n'êtes pas sûr que la réalité, bien entendu, est révélée par le temps, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit connue, euh, bien qu'elle ait été révélée par le temps. Donc c'est une question extraordinairement complexe. Moi, j'ai des problèmes très compliqués avec l'histoire, par exemple, comme tout le monde, hein, je pense. On sait bien que l'histoire qui est racontée, c'est une histoire qui est racontée par les vainqueurs, et que c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai, c'est juste pas vrai. Voilà. Et c'est idiot parce que ça nous apprendrait des choses tout à fait spectaculaires sur la peur, sur comment c'est possible. Moi, encore une fois, je suis pas obsédé par la guerre, mais je pense que les événements chaotiques, ce sont les événements chaotiques qui ont modulé l'évolution. Hein. Mais comment il a été possible que quelques centaines d'Espagnols prennent un empire de 5 millions d'habitants où vous vivez? Comment est-ce que c'est possible ça? Je ne sais pas si vous avez lu les mémoires de la conquête du Mexique de Diaz. Enfin, c'est quelque chose, c'est complètement fou cette histoire. C'est impossible. Ou la conquête des Andes, de l'Empire Inca par 300 personnes menée par Pizarre. Enfin, c'est complètement fou, mais c'est aussi fou que la conquête de la Gaule par 10 000 francs. Et donc il y a le, 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 le travestissement de l'histoire qu'on voit bien pour l'histoire espagnole, hein, que vous connaissez, le travestissement de l'histoire euh, continue et le temps ne traduit pas ça. Regardez aux États-Unis, on appelle les gens qui sont d'origine d'Amérique latine, qui sont majoritairement à 80 ou 90% des Indiens en réalité. Mais comme ils ont exterminé eux-mêmes tous leurs Indiens, on aurait dit que c'est les Espagnols qui ont exterminé les Indiens, mais pas les Indiens, ils sont surtout hispanophones ou lusitanophones.
et ils les appellent les hispanophones. Enfin, c'est incroyable, c'est les Indiens, en pratique. Génétiquement, les Indiens. Donc, c'est très, très intéressant, d'ailleurs, et d'ailleurs de voir que si on s'intéresse dans l'histoire américaine à vraiment ce qu'est la manière dont les uns les autres ont traité les Indiens, c'est très intéressant parce que, y compris maintenant, les natifs américains, comme ils les appellent, les gens d'Alaska, ont une espérance de vie qui est inférieure à celle des Sénégalais. Donc, si vous voulez, le traitement des autochtones au nord de l'Amérique et au centre et au sud a été radicalement différent. Donc, les exterminateurs étaient au nord, c'était pas au sud. Hein. Donc, c'est intéressant, mais comme c'est pas les Espagnols qui ont écrit l'histoire, eh bien, c'est une autre histoire qui a été racontée. Qui écrira l'histoire du Covid? Je sais pas, j'en sais rien du tout. C'est difficile de savoir. Encore une fois, d'abord, je prédis jamais rien, c'est pas ma nature. Et deuxièmement, j'ai écrit un verbatim de toutes les émissions que j'ai faites pendant 2 ans. Donc tout ça est écrit. Après, les livres ne restent pas nécessairement plus longtemps que le reste. Les livres, une quantité de livres disparaissent dans l'histoire. Mais le fait qu'il y ait des livres, pour moi, pour ma génération, ça témoigne du fait qu'on peut toujours aller replonger. Et donc j'ai évité pendant toute cette période de me faire piéger par des plateaux télé ou par des intervieweurs malicieux ou euh, qui découpent une phrase pour mettre donc parce que je les connais par cœur. Hein, donc c'est bandits, c'est voyous. Et donc je parle pas avec ces gens-là. Et donc quand ça arrive malheureusement, on voit tout de suite que l'idée c'est le piège, c'est pas le. Or moi, si j'accepte de discuter avec les gens, c'est parce que mon métier, c'est d'être un chercheur et un enseignant, un médecin et puis un enseignant. Donc moi, ce que j'aime, c'est enseigner. Donc j'aime bien qu'on prenne le temps, j'aime bien expliquer quelles sont les bases de mon raisonnement, ce qui se passe très mal avec beaucoup de journalistes, parce que ce qu'ils aiment, c'est des flashs, des phrases clés, des mots chocs, et c'est pas mon problème à moi. Mon problème à moi, c'est de mettre les choses en phase. Et globalement, quand je parle de quelque chose, c'est parce que j'ai travaillé dessus et que j'ai des données. C'est pas des choses dont vous êtes en fuite de Paris, vous avez bien fait. Mais vous savez, vous connaissez ce petit microcosme parisien dans lequel les gens croient savoir parce qu'en ville, il y a quelqu'un qui leur a dit mais moi je sais ça, moi j'ai entendu parler de ça. Tout ça c'est du gazouillis. Mais c'est comme Saint-Simon, ça n'a pas changé, c'est la France. Hein. Si vous avez le courage ou si vous avez lu Saint-Simon, il se passe la même chose en moins brillant. Enfin, les gens sont moins bien habillés, c'est plus coquet à l'époque. Mais sinon l'histoire est la même. Si vous voulez, tout ça bruisse de bruit de j'ai vu le roi, il a dit ci et lui a dit ça. C'est la même histoire, c'est la même. C'est pour ça que j'appelle souvent le Paris intra périphérique le néo-Versailles. C'est un Versailles décadent. Ah oui, il y a un sentiment de cour, et je dirais qu'il s'est encore accentué avec la présidence Macron. Oui, mais je pense que c'est notre histoire. C'est fondamentalement notre histoire. Donc l'esprit de cour, la direction par la tête et non pas un partage de la réflexion, c'est un esprit français très ancien. Euh, et donc l'ignorance crasse de la plupart des gens qui nous dirigent est un phénomène très ancien. Moi, je dis souvent ça à paix à son âme. Hein. Giscard d'Estaing était le représentant des libéraux. C'est intéressant. Une fois, j'ai acheté un de ses livres parce que l'expérience des humains m'intéresse. Il m'intéressait pas tellement intellectuellement, mais et donc il écrivait dans son livre, j'ai découvert récemment, mais récemment, il devait avoir 75 ans, hein, j'ai découvert récemment que le centralisme politique n'était pas né avec les Jacobins, comme on a de le dire, mais ça avait commencé sous Richelieu, amplifié par Colbert, etc. Et donc ce type était le président d'honneur de la Société des Amis de Tocqueville, quand même. Hein. C'est ce qui est écrit de Tocqueville. Tocqueville écrit ça précisément aux origines de la Révolution française. C'est très clair, c'est très propre, c'est très net, c'est très bien écrit. Donc ça veut dire que Giscard d'Estaing n'avait jamais lu Tocqueville. Et donc ça veut dire, moi je connais bien, je vais avoir ça, dans ma génération j'ai connu plein d'énarques, si vous voulez, je connais bien les énarques, ils n'approfondissaient rien, ils avaient des petites fiches, si vous voulez, et moi je me rappelle d'avoir des discussions sur Proust avec quelqu'un qui m'a dit, attends, non, moi je peux pas aller plus loin que Albertine, le truc, parce que j'ai lu, tout ce que j'ai lu c'est une fiche, donc j'ai horreur des discussions littéraires,
parce que je veux bien participer à la conversation, mais il faut pas qu'on me parle en face à face, parce que je ne suis pas capable de répondre, je n'ai pas lu. J'ai lu des fiches. Et donc, moi, une des raisons pour lesquelles j'ai jamais voulu participer à ce monde, c'est que ces réunions dont le but ultime est de se faire une soupe consensuelle, si vous voulez, entre gens qui n'ont pas travaillé, est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, moi, j'ai une démarche inverse, qui est celle du chercheur. J'approfondis les choses, je passe mon temps à faire de la bibliographie, essayer de lire, essayer de comprendre, d'avoir des opinions, ce qui est de moins en moins à la mode, des opinions contradictoires, si vous voulez. Le contradictoire est un élément absolument essentiel à la vie humaine. Enfin, on peut pas vivre sans contradiction. Sinon, on vient des animaux. J'ai longtemps frayé dans ce monde-là, je le connais par cœur. Et puis à un moment, j'ai eu le haut le cœur. Et c'est le mensonge, en fait, moi, qui m'a donné le haut le cœur. Dans un truc bien particulier qui est la pédocriminalité, où tout le monde savait, mais il fallait pas le dire, etc. Et c'est là où j'ai décidé de plier les Gaules et de ne faire que ce qu'il fallait faire. Voilà. Mais c'est vrai que les trucs vous tombent dessus, on ne sait pas pourquoi, en vrai. Oui, oui, non, c'est le destin, c'est comme ça. C'est comme ça. Les méthodes mathématiques sont les habits des idées. Ça, c'est Husserl. Husserl. Et ça, c'est assez révélateur parce que, si j'ai bien compris, les vaccins à ARN messager ont été calculés sur des ordis par des méthodes mathématiques. Oui, oui, oui. Puis c'est passé une chose dont j'ai parlé récemment qui est un peu compliquée, mais je peux vous en parler, qui est quelque chose que personne n'avait prévu, parce que quand on se lance, ça c'est vraiment à l'aventure. Hein, c'est de la recherche, c'est de la c'est vraiment une aventure. On a utilisé aucune des bases qui sont obligatoires pour pouvoir utiliser les produits injectables pour l'homme sous la pression d'une panique populaire qui avait été créée de manière disproportionnée. Donc, il s'est passé des choses absolument étonnantes. Et du coup, on a opposé, y compris des études. Moi, je vois, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que ça rend, vous savez, je pense comme Nietzsche, ça rend intelligent le conflit rend intelligent. Je pense que les gens qui n'ont pas de conflit sont pas intelligents, sont pas capables de vivre les conflits. Euh, et donc, je pense que le conflit, c'est pour ça que je dis que les énarques, la plupart du temps, sont pas intelligents. C'est parce qu'on leur apprend l'absence de conflit et que c'est très dangereux de vivre sans conflit. C'est le conflit qui vous amène à aller jusqu'au bout de votre réflexion, à travailler, à vous arracher pour essayer de convaincre. Donc, le conflit est extrêmement important dans la vie. C'est une chose on peut pas vivre dans une vie sans conflit. Hein. Sinon, on castre les moutons et puis on fait un troupeau. Quoi. On garde juste un bélier parce qu'il faut bien faire des petits. Mais à part ça, on castre tous les autres comme ça, on est tranquille. Hein. Donc il y a un vrai, je sais pas d'où j'étais parti. Euh, le, le vrai élément donc qui différencie le deux parts de la population, ce qui est très intéressant, c'est il y a une part de la population qui est de plus en plus importante. Je crois, j'ai déjà dit ça, ça a été repris. C'est la proportion de gens qui font partie du tertiaire dans la société moderne. Les pires, c'est les États-Unis, la France, l'Angleterre. C'est maintenant 80%. Alors, ça m'avait beaucoup frappé parce qu'il y avait un article intelligent dans les Échos il y a quelques années, quand je lisais encore les Échos, qui représentait un siècle, pour les 50 ans des Échos, je crois, un siècle d'évolution, si vous voulez, d'un certain nombre de paramètres, dont le temps de travail, dont le PIB par tête d'habitant, dont la longévité, et donc on voyait dans tout et dont cet aspect-là, qui est la proportion de métiers dans le primaire, le secondaire et le tertiaire, qui sont donc l'agriculture, l'industrie et le tertiaire. Et c'est très intéressant de voir que le tertiaire, au début du XXe siècle, c'était 30%. Maintenant, chez nous, c'est 80%. C'est-à-dire qu'on ne fait plus rien en pratique. Il y a plus que des gens qui surveillent. Ceux qui ils font plus rien en pratique. Donc, c'est très intéressant. L'autre chose qui était très intéressante, c'est pour ça que je veux pas, c'est pas que j'ai été ennuyé, j'étais très ennuyé par le gouvernement, plutôt moins bien traité depuis que le président Macron a été élu que par aucun autre président avant. J'ai toujours été décoré par chacun des présidents avant Macron, donc sous Mitterrand, Chirac, euh, Sarkozy, Hollande, quelles que soient leurs idées, ils trouvaient tout ce que j'étais très bien. Ce qui est très frappant, si vous voulez, c'est de voir, si vous regardez ces évolutions, vous voyez qu'en réalité, les élections n'ont jamais rien changé. Donc, ce qui change, c'est les guerres. Donc, en réalité, l'évolution est toujours chaotique. Et donc, ce qui change, c'est la guerre de 14, la guerre de 39-45. Alors là, vous avez des changements de courbe.
Sinon, toutes les courbes, y compris, moi, je comptais trouver, vous savez, des courbes sur le temps de travail de Mitterrand à 39 heures, Jospin à 35 heures. En réalité, vous ne le voyez pas. Si vous regardez le temps de travail annuel, en réalité, vous ne voyez pas la différence. C'est une courbe continue dans laquelle il n'y a pas d'accident. Et donc, ça va complètement contre cette intoxication que nous avons de penser que les élections vont changer quelque chose à la dynamique de l'évolution sociale. C'est pas vraiment vrai. Et donc, bizarrement, celui qui m'a fait découvrir ça, je sais pas si vous avez lu ça, mais c'est tout à fait extraordinaire. C'est Baudrillard dans Simulacre et Simulation, un livre qu'il faut absolument lire pour comprendre ça. Quand il raconte la première conférence, il parle de Nixon, et il dit, moi, je suis né en 52, donc j'ai vécu l'histoire de Nixon parfaitement. On avait l'impression que c'était un triomphe de la presse, de la démocratie. Et Baudrillard dit non, c'est du cinéma. Parce que, en réalité, il reproche à Nixon des écoutes téléphoniques illégales, et eux ont fait la même chose pour coincer Nixon. Dans ce qu'ils lui reprochent, c'est ce qu'ils font eux-mêmes. Ils utilisent exactement les mêmes armes, et de toute manière, tout ça est du simulacre, parce que vous virez Nixon, vous mettez Ford à la place, et la politique est strictement la même. C'est pour faire croire que la démocratie continue à jouer un rôle dans l'évolution politique des États-Unis. C'est un simulacre. Et donc, c'est absolument fascinant de réanalyser l'histoire du procès Nixon, si vous voulez, en étant basé sur cette analyse du tout ça n'est qu'un simulacre, ça n'a aucune importance, ça ne change rien pour personne. Ben, ça fait penser à Guy Debord aussi, à la Société du spectacle. Oui, encore plus que la société du spectacle, et ce qui est plus ironique, ce qui est terrible, c'est le supplément à la société du spectacle, qui est un livre absolument, enfin, quand on lit ça actuellement, on est en plein dedans, et il dit, un truc qui est d'une arrogance exceptionnelle, enfin, c'est d'abord, c'est génial, c'est, j'attendais depuis longtemps que quelqu'un écrive la suite de la société du spectacle, mais puisque personne ne le fait, je suis obligé de le faire, et donc il écrit le commentaire sur la société du spectacle qui décrit mot à mot, en 88, je crois, la situation actuelle. C'est incroyable, hein, l'hystérie, la prise de pouvoir médiatique, enfin, c'est stupéfiant de réalisme. Ce qui veut dire, c'est pour ça que je dis que je crois pas beaucoup que les individus aient joué un rôle spécifique. Je suis plus du côté de Hegel, ce que là, je crois que sont des marionnettes du temps, et que donc le temps a voulu ça à un moment donné, et que donc ils ont été les représentants du temps. Ils ont l'illusion d'avoir un destin, mais en réalité, ils représentent l'évolution de quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui est l'évolution de notre société. Credo quia absurdum. Oui, j'y crois parce que c'est absurde. Euh, Pascal, non, c'est pas ça? Ah non, Tertullien. Tertullien. Ça, j'y crois parce que c'est absurde. On revient au Covid et au traitement du Covid. Je sais pas. Non, l'histoire du Covid, je crois, moi j'avais, tu qui était un bon copain, qui s'appelle Klugman, que j'avais invité d'ailleurs à donner un séminaire dans mon IHU, qui était le conseiller de Gates, si vous voulez, qui est peut-être toujours d'ailleurs, sur les pneumonies, c'était le numéro 1 des pneumonies, un type qui connaissait très très bien les pneumonies. Et quand j'avais lu l'intervention de Bill Gates à Davos, si vous voulez, sur l'histoire des vaccins, je lui ai écrit en disant, est-ce que Gates est devenu fou? En disant, on va avoir une épidémie monstrueuse, il faudra faire un vaccin en 6 mois. Je lui ai dit, mais on ne peut pas faire de vaccin en 6 mois, on ne peut pas le faire. Il y a les mesures de précaution à prendre, on ne peut pas inventer un truc comme ça, il faut être un peu raisonnable. Et donc, l'histoire, après, moi j'ai vu H1N1, H1N1, je l'ai dépioté aussi très bien dans un de mes livres, j'ai suivi ça de très près. La différence, c'est que Sarkozy m'en a pas voulu de dire que tout ça était une espèce de fantasme, et que Sanofi a vendu des trucs qui coûtaient 10 fois plus cher que ce que ça aurait dû, en utilisant des méthodes qui avaient été mises au point pour un autre fantasme qui était la grippe aviaire qui n'est jamais arrivée. Donc, euh, pour essayer de vous simplifier l'histoire, parce qu'elle est belle, hein, la grippe aviaire, il n'y a jamais eu de grippe aviaire qui soit développée chez l'homme. Il y a eu des mélanges de virus de la grippe aviaire avec des grippes qui étaient passées chez le porc, chez le mammifère, avant de passer chez nous. Et la grippe aviaire, elle a une particularité, puisqu'elle tue les oiseaux, elle tue aussi les œufs.
D'accord. Or, tous les vaccins de la grippe étaient fabriqués sur des œufs embryonnés. D'accord. Et vous ne pouviez pas fabriquer de vaccin pour la grippe aviaire sur un œuf embryonné parce qu'il tuait l'œuf. Donc, il a fallu trouver des systèmes alternatifs et faire ça sur des cultures cellulaires qui coûtent 100 à 1000 fois plus cher que l'œuf embryonné. L'œuf embryonné, ça coûte rien du tout et puis ça produit un nombre de virus absolument incroyable. Et donc, pour ce faire, il fallait faire des cultures cellulaires, c'est extrêmement cher. Deuxièmement, il a fallu trouver des adjuvants, c'est des choses qui renforcent l'immunité, beaucoup plus puissants. Et la raison où, si vous êtes fait la vaccination pour H1N1, ça faisait si mal parce qu'on avait rajouté du cholestérol dedans. Donc, pour avoir un meilleur adjuvant. Et donc, quand est arrivé H1N1, qui était un virus banal, hein, c'est le premier virus de la grippe qu'on a identifié, plutôt que de faire comme ont fait les Américains cette fois, qui n'avaient pas Sanofi, pour une fois, c'est eux qui avaient les choses les plus banales. Si vous voulez, on fait des œufs embryonnés avec H1N1 et ils ont fait une injection. Ils ont vu que rapidement une injection suffisait. Tandis que pour la grippe aviaire, comme c'était un virus très différent, les Sanofi en particulier avaient mis en place une structure qui était: il faut faire 2 vaccins de suite avec des vaccins très chers qui ne sont pas cultivés sur les œufs embryonnés. Et donc, on est arrivé à avoir la politique la plus chère du monde pour la gestion d'une épidémie qui s'est arrêtée toute seule, quand même, très tôt, de manière extrêmement bizarre, c'est-à-dire, fin décembre, il n'y avait plus de cas. Donc, c'est très, et donc, la grippe aviaire, la folie de la grippe aviaire, qui est une maladie des oiseaux. Alors, c'est embêtant, t'entends les gens qui avaient les oiseaux, t'entends une pneumopathie, beaucoup moins grave que ce qu'on a dit au départ. Mais comme c'était pas transmissible, c'est pas devenu une épidémie, c'est resté une épizootie, c'est-à-dire une épidémie des oiseaux. Mais à partir de la grippe aviaire, il y a une dérive, et puis petit à petit, tout ça a appris, vous voyez, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Alors qu'il y ait de nouvelles épidémies avec des nouveaux virus, ça va de soi. Comme ça, c'est l'histoire de l'humanité. Et ça continuera, mais on peut pas prédire quoi, ni quand, ni comment ça se passera. Mais vous voyez que on a l'impression non seulement que le temps ne trie pas les choses, mais que ça recommence. Là, maintenant, ça recommence avec Davos, l'OMS. Il va arriver une infection virale encore plus grave, qui va tuer encore plus de monde. Et cette fois, c'est le vaccin, il faudra le faire en 3 mois avec des trucs qu'on n'aura pas le temps de tester. Tant pis, mais pour sauver l'humanité, qui ne risquera peut-être rien du tout, on va injecter des machins dont on ne sait pas comment ça marche, quoi, hein. Donc c'est très tout ça part de. Alors, je sais pas, chacun y met son explication. Moi, je crois qu'il y a un aspect de fin de civilisation, de peur millénariste. Il y en a d'autres qui voient une prise de pouvoir. Il y en a d'autres qui voient simplement des gains d'argent, parce que c'est un peu les conflits d'intérêts à ce niveau-là, c'est un peu gênant. Bill Gates, c'est le plus gros contributeur de l'OMS. Les 4 plus grands producteurs, financeurs, c'est 1, Bill Gates, 2, les États-Unis, 3, Bill Gates, le 4e, une association des laboratoires pharmaceutiques dans le financement de l'OMS. Bon. Et après, une fois que donc l'OMS décide de ça, Bill Gates, lui, a investi massivement dans Gilead, des produits, qui est le remdesivir, qui marche pas, mais qui a été acheté. Bon, en Europe, on a acheté pour 1 milliard la veille du jour. On est obligé de constater que ça marchait pas. Et puis, il a mis de l'argent aussi dans les vaccins, ce qui lui permet de vendre des vaccins qui sont faits par des sociétés dans lesquelles il a un nombre d'actions considérable, et ensuite d'en faire la promotion. Parce que le niveau, c'est quand même aux États-Unis que ça a été inventé, la notion de conflit d'intérêts et de crime en col blanc, hein. C'est le niveau de conflit d'intérêts là, quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est-à-dire, on peut pas demander à un type à la fois de manipuler par derrière l'OMS, de donner des conseils à tous les grands de ce monde, et ensuite de vendre sans la moindre arrière-pensée les produits qui ont été fabriqués avec son argent, sur lequel il va avoir un retour de bénéfice. C'est tellement immoral que ça en reste terrible. Et c'est contre la loi aux États-Unis. C'est-à-dire, aux États-Unis, théoriquement, on n'a pas le droit de faire ça, hein. Il y a une loi contre le conflit d'intérêts. Donc, moi, je suis frappé par ça, mais je ne crois pas que les uns et les autres, et d'ailleurs, on n'arrive pas aux États-Unis. C'est une chose qui est intéressante, hein, l'histoire des crimes en col blanc. Un de ceux, enfin, il y en a eu plusieurs, aux États-Unis, très très régulièrement, je sais pas, euh, les plus grands laboratoires. Pfizer a dû être condamné 20 fois dans les 3 dernières années, hein. Ils sont condamnés à chaque fois quelques millions de dollars, mais ils s'en fichent, on les met pas en prison. Et rien que sur l'année 2021, ils ont fait 21 milliards de bénéfices. Donc, si vous voulez, vous leur enlevez quelques centaines de millions,
c'est comme le vol dans les supermarchés, il y a 7% de pertes, on va pas se rendre fou pour ça, hein, donc on augmente les prix de 7%, il n'y a pas de différence. Donc, il y a quelque chose là qui est vraiment une question, celle qui est peut-être la plus spectaculaire, on verra bien si les Américains arrivent à sortir de ça, c'est l'affaire de Pourdoux, hein, c'est l'Oxycontin, c'est-à-dire il y a quand même une boîte qui a réussi à faire croire qu'ils avaient de la morphine qui n'était pas addictive quand même, hein. Donc il faut arriver à réaliser un truc pareil, hein, et en passant par effectivement de la corruption, des conflits d'intérêts des médecins, le financement de congrès. Ça a été publié dans le New England, ça a été publié dans le Lancet, ça a été accepté par la FDA. Donc pour découvrir maintenant, il y a quand même pas, vous n'allez pas remettre en cause, si vous voulez, la qualité des publications du New England, du Lancet ou de la décision du FDA. Mais il suffit de regarder, on regarde le Vioxx, il s'est passé la même chose, on regarde l'Oxycontin, il s'est passé la même chose. Chaque fois, il se passe la même chose. Et après, ils font des lettres d'excuses hein, en disant, oh là là, on s'est fait avoir, c'est incroyable. Et donc, on ne sait pas comment, on ne sait pas, sauf pour un événement chaotique qui arrivera peut-être, parce qu'il y aura des élections aux États-Unis, on verra bien. Hein. À savoir, vous savez que jusqu'à un passé récent, l'industrie pharmaceutique, qui a une stratégie qui est très intéressante pour évaluer les médicaments, elle fait des effets randomisés, en double aveugle. Donc, les médecins ne savent pas ce qu'ils ont fait. Donc, le seul qui ait les résultats, c'est l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est eux qui en font l'analyse. C'est écrit en général par des ghostwriters, des gens qui sont inconnus et qui savent écrire. C'est négocié. Je sais que j'ai un très bon ami qui était au Lancet. C'est négocié avant même d'écrire le papier. C'est négocié avec le Lancet et le New England, qui va le publier. Ok. Et c'est aux États-Unis, on protège le secret des essais pendant 10 ans au nom de la propriété intellectuelle. Donc personne ne le sait, sauf le FDA. Et alors, au niveau de conflit de la FDA, c'est hallucinant. C'est un nombre de gens qui passent de la FDA à l'industrie pharmaceutique est absolument spectaculaire. Donc, on est dans un système là qui n'est pas parlé de vertu, mais qui n'est pas vertueux du tout, du tout, du tout. Donc, qui devra être redressé par la loi à un moment. C'est-à-dire que à un moment, ce mystère-là devra être levé. Et aux États-Unis, vous avez vu que effectivement, je crois que c'est le Texas qui a réussi à obtenir les essais de Pfizer qui refusait de les transmettre, et c'est l'État du Texas, heureusement, parce que c'est un État, c'est fédéral, les États-Unis, donc chaque État a le droit d'exiger quelque chose, a exigé de les avoir, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, Pfizer n'avait jamais évalué la contagion. Jamais. Jamais. Et ils n'ont pas mis non plus, nous, quelque chose qu'on avait trouvé qui nous avait surpris. On a trouvé qu'il y avait une augmentation du nombre de cas dans les 15 jours qui suivaient la première injection. Et donc, ils l'avaient trouvé eux aussi. Et donc, toutes les études qui ont été faites ultérieurement sur les cas ont été faites après les 15 premiers jours. En disant que c'est parce qu'avant, on ne pouvait pas l'évaluer puisqu'il n'y avait pas de réponse immunitaire. En réalité, ces données sont des données qui sont accessibles dans Pfizer. Hein. Alors, pour une fois, on n'a pas été les seuls. Les Américains de San Diego avaient publié la même chose avant nous. On était très en colère parce qu'on était en concurrence. Mais enfin, ils ont publié la même chose que nous. Dans les 15 premiers jours, il y avait une accélération du nombre de cas, probablement dû à des phénomènes d'anticorps facilitants. Vous avez parlé récemment des ARN injectés qui produiraient des protéines inconnues qui pourraient expliquer Creutzfeldt-Jakob chez certaines personnes. Et vous avez dit, on va faire une annonce. Alors, on a fait deux choses. On travaille sur le vaccin, ça fait longtemps qu'on avait des données préliminaires, et puis les choses sont compliquées, se sont compliquées, donc les choses n'ont pas pu être aussi rapides, mais il y a une première chose, c'est que nous, on a détecté très tôt qu'il y avait des taux d'ADN dans le vaccin qui étaient très élevés. Voilà. Donc, on a confirmé ça réellement. Récemment, il y a une autre équipe qui a publié ça. Alors, c'est en préprint. Avant que ça soit accepté un papier, il faudra peut-être un peu de temps. Mais cela, on sait maintenant que la quantité d'ADN du vaccin n'est pas celle qui a été déclarée par Pfizer. Et que donc, ils sont dans une situation illégale. La deuxième chose, ça, c'est pas nous qui l'avons publié, c'est des gens qui ont publié ça dans Nature le 6 décembre, c'est que l'ARN messager, celui qui est utilisé, qui a valu sa modification, qui a valu un prix Nobel récemment, mais c'est rare qu'il y ait un prix Nobel qui soit dont on décrive des conséquences aussi
inquiétante 3 semaines après, après avoir été décerné. Donc, 6 décembre, sort un papier qui dit, voilà, pour que l'ARN messager ne soit pas digéré trop vite, il a fallu bidouiller l'ARN messager. Alors, l'ARN messager, l'ARN, la différence entre l'ARN et l'ADN, c'est le sucre, d'une part, et d'autre part, il y a une des bases il y a 4 bases dans l'un, 4 bases dans l'autre, il y en a 3 qui sont pareilles, il y en a une qui est différente, qui est l'uracile chez l'ARN et qui est la thymidine chez l'ADN. Et donc, pour que ça dure plus longtemps, l'ARN, on bidouille l'ARN. D'accord? Et le bidouillage de cet ARN est quelque chose qui n'avait pas été étudié, qui vient d'être rapporté. Là, c'est ce papier du 6 décembre. C'est, si vous avez 3 uraciles bidouillés à la suite de ça, vous avez ce qu'on appelle un frame shift, c'est-à-dire que ça saute, ça ne lie plus les uraciles. Ça saute les 3. D'accord? Et donc, ce qui se passe, c'est que vous n'avez plus la même protéine. Vous avez sauté, vous avez fait un trou. Et quand vous avez sauté ça, vous n'avez pas sauté qu'un acide aminé, vous avez sauté toute une série de choses derrière. Et donc, vous savez plus ce qu'il y a dedans. D'accord? Mais c'est pas la spike. C'est autre chose. D'accord? Et donc ça, c'est une découverte extrêmement récente. Et c'est une découverte qui est intéressante. Chez nous, on a des structuralistes qui sont très bons. C'est une découverte très intéressante parce que dans la spike, il y a une formation amyloïde qui est cachée par la forme de la spike, structurellement. Et si vous mettez cette anomalie, cette amyloïde, du fait de l'anomalie de la lecture de ça et de sa traduction, si vous la mettez en évidence, si vous la mettez en action, vous ne savez pas ce qu'elle fait, et en particulier si elle n'est pas capable d'avoir, vous savez que c'est une transmission de forme, hein, le prion. C'est une protéine qui est anormale. Cette protéine anormale, elle transforme les protéines normales en protéines anormales par contagion. Et les plaques. Et donc, en tout cas, comme en même temps, il y a des statistiques qui sont en train de dire, écoutez, quand même, il y a une fréquence anormale des Creutzfeldt-Jakob par rapport à ce que nous avions avant, et que ceci a un substrat virtuel, théorique, qui est intéressant à travailler. Bien sûr, je pense qu'il faut que ce soit travaillé. Moi, je fais pas de manip chez la souris, puis j'en fais plus. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. C'est pas des choses très compliquées d'injecter une protéine modifiée dans un cerveau de souris pour savoir si elles font, si elles font des plaques amyloïdes. Donc, c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'il y a donc 2 choses déjà qui se sont passées avec ce vaccin. D'une part, il y a des doses d'ADN qui sont pas du tout celles qui étaient prévues, puisque Pfizer disait il y a des traces, c'est pas des traces, il y a des quantités d'ADN qui sont importantes. Encore, l'équipe a publié, donc publiera aussi. Deuxièmement, alors ça a été publié encore une fois le 6 décembre, il y a des protéines inconnues qui ont été synthétisées après cette injection, et ça aussi, théoriquement, c'est interdit par la FDA, par l'EMA, par la NSM, c'est-à-dire que on doit connaître tous les produits qui sont le résultat de ce que nous injectons. Et ça, on ne le savait pas. On vient de l'apprendre. Donc ça veut dire que ces travaux n'ont pas été faits. D'accord? Et donc, ils n'ont pas été faits ni même probablement imaginés parce que les gens ne savaient pas, c'est une constatation d'observation, qu'il y aurait ces frame shifts, c'est-à-dire ces sauts, que vous voulez, au-dessus des uraciles modifiés, quand ils sont à côté les uns des autres, qui entraîneraient la formation de protéines différentes. Alors donc, c'est parce que c'est une stratégie aventureuse. Quand on fait des choses qui sont aussi nouvelles que ça, il faut prendre le temps de les analyser paisiblement, calmement, et pas injecter des milliards de doses comme ça sans savoir ce qui va se passer. Professeur, un jour, est-ce qu'on verra le procès de ces apprentis sorciers? J'en sais rien. Encore une fois, moi, vous savez, je prédis jamais rien. Je connais, je dis souvent ça, hein, moi je connais, hélas, je suis de première jeunesse. Donc j'ai ouvert à Marseille, tout jeune assistant, on m'avait confié la gestion de la première salle d'hospitalisation pour le sida dans le CHU de Marseille. Ce remet-là, c'est en 84, donc l'histoire, je l'ai suivie vraiment de très très près. On avait une avance scientifique considérable grâce à Montagnier, enfin, pratique. Hein. Cette avance scientifique n'a pas été suivie d'une avance technologique suffisante, parce que c'est notre problème quand même. Hein. C'est-à-dire que le test, alors qu'on était les premiers à avoir le virus,
la mise au point du test a pris beaucoup plus longtemps que ce qu'elle n'a pris aux États-Unis. Gallo, qui a piqué, maintenant tout le monde le sait, la souche le Montagnier, lui a fait très rapidement mettre au point sérologie, qui a été validé très rapidement par la FDA. Et donc, un des problèmes de la France, ça a été qu'a été retardée la mise sur le marché du diagnostic de l'infection par HIV. Donc, on a continué à transfuser des gens avec le virus alors qu'il existait le moyen de le détecter, pour des raisons commerciales. C'est vrai que ce qu'avaient fait les Américains, c'est innommable, c'est immoral aussi. Cela étant, les malades, c'est les malades, on pouvait très bien dire, écoutez, on leur donne une autorisation temporaire, et puis dans 6 mois, on arrêtera, puis on prendra le français. Il fallait avoir le courage de le faire. Et la deuxième chose, c'est que, en revanche, ce que nous savions, puisque l'équipe de Pasteur avait les premiers tests au monde, c'est qu'ils avaient testé les lots de sérum poulet. Et on savait qu'ils étaient tous positifs. 100%. Donc, ce qu'on transfusait aux hémophiles, on savait que c'était infecté dans 100% des cas. Et ça, il y a quand même Garetta qui l'écrit, ça, quand même, qui écrit le DGS. Il y a 100% des lots qui sont contaminés. Est-ce que je continue à transfuser ça? Ce qui est une question, si vous voulez, qui pour un médecin semble un truc absolument effarant. Et là aussi, c'est le vrai débat entre la morale, si vous voulez, je sais pas dire le serment d'Hippocrate, mais il était médecin, cet homme. Donc, on peut pas proposer de dire, écoutez, je vais faire un truc dont on ne sait pas quelle proportion de gens mourir avec ce virus, mais une proportion notable. À l'époque, on ne savait pas qu'il y en aurait autant. Donc, et à la fin, ce qui s'est passé, c'est quand même, c'était impossible que ces décisions soient prises sans que tout le monde soit au courant au plus haut niveau, parce que c'était quand même une maladie dont tout le monde parlait. Il y avait une mobilisation considérable autour de cette inquiétude qui était légitime. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a beaucoup traîné. Et à la fin, c'est Garetta qui a pris, qui est allé en prison, et les autres, ils ont eu soit des peines fictives, soit ils ont été amnistiés, soit finalement, il y a eu des non-lieux, et tous les responsables. Mais ni plus ni moins, je ne veux pas vous démoraliser, mais ni plus ni moins que à la sortie de la guerre. Combien il y a de préfets? Regardez l'histoire de Papon, qui est quand même extraordinaire, ou celle de Bousquet, enfin, c'est merveilleux. Enfin, c'est extraordinaire. Voilà, des gens, si vous voulez, à la fin, et moi, je sais pas, c'est une raison d'ailleurs pour laquelle j'aurais jamais voulu faire de politique. Qu'est-ce qu'on fait? À 80% des préfets ont obéi aux Allemands. Qu'est-ce qu'on fait? On tue tous les préfets, on se débarrasse de toute la haute administration qui a obéi à des choses auxquelles il ne fallait pas obéir, il fallait avoir le courage de ne pas obéir. Et c'est très, si vous avez lu, sûrement lu, mais le procès Eichmann vu par Hannah Arendt est une des choses qui est extravagante. La vision même du procès, puisque ça a été filmé, extravagant, parce que Eichmann est une bonne foi totale. Écoutez, moi, on m'a demandé de faire ça, c'était mes ordres, j'ai appliqué les ordres. Moi, on m'a demandé de régler la circulation entre les différents points, d'organiser les trains pour que les trains arrivent dans des camps. C'était des camps d'internement. Donc, moi, je suis pour rien. Et vous savez ce qu'il a fallu pour pouvoir condamner à mort Eichmann. Vous êtes au courant, non? C'était un truc terrible. Pour pouvoir le condamner à mort, il a fallu qu'il y ait un témoin qui dise qu'en Ukraine, il avait tué lui-même avec un revolver un Ukrainien, un enfant ukrainien. Et donc, de ce fait, c'est pas les millions de gens qu'il a fait transporter dans des camps de la mort. C'est le fait qu'il ait lui-même tué quelqu'un. Et donc, ça, c'est du crime en col blanc. Et c'est le crime en col blanc qui arrive à un niveau extraordinaire. Alors, au moment de Nuremberg, immédiatement après, très bien, un certain nombre de gens ont été tués, comme dans la période très courte de l'épuration. Mais rapidement après, est-ce qu'on déstructure tout le pays, puisque toutes les élites ont participé à ça? Est-ce qu'on déstructure tout ça? Qu'est-ce qu'on met à la place? Qui on va mettre à la place, puisque quasiment toute l'infrastructure a participé au système? Comment on fait? Et donc, c'est une question politique, ça. Comment on résout un problème de cette nature-là? Comment on fait? On les fout dehors. Comment vous voulez faire? Quand vous parlez, vous voulez mettre toute la préfectorale dehors, vous voulez des préfets résistants, vous croyez qu'il y en avait beaucoup, des gens qui n'obéissent pas. Vous savez, dans un système, c'est pour ça que je parlais du tertiaire au départ. Dans le tertiaire, tout le mécanisme de progression est un mécanisme qui est basé sur l'obéissance. Et donc maintenant, c'est beaucoup plus dangereux qu'au moment de la guerre. Au moment de la guerre, il y avait 40% de tertiaire. Maintenant, on est à 80%.
Il y a 80% des gens qui ne progressent ou qui ne restent dans la fonction ou qui ne peuvent avancer que par l'obéissance. Qui a dit ne dormez pas tranquille, l'obéissance ne protège pas des crimes? Ah, je sais pas. Ça, c'est certain. C'est vous. Elle protège les crimes. C'est vous sur Twitter. Donc, je me dis, il prévoit un procès pour après, moi. Je ne prévois rien. Encore une fois, c'est pas ma nature. Je prévois rien. Je pense que les choses sont trop multifactorielles pour les prédire. Donc, c'est une raison pour laquelle je crois que les gens qui font des modèles mathématiques sont des escrocs ou des naïfs. Les choses sont trop multifactorielles pour qu'on puisse les mettre dans une formule mathématique quand il s'agit d'humains, encore moins dans les sciences humaines et sociales. Donc, je ne sais pas. J'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Je sais pas comment ça se passe. Et puis, ces poussées de furie qui amènent à chasser les gens ou à les tuer parce qu'ils ont obéi, je sais pas si elles sont plus fonctionnelles que celles qui disent, écoutez, on prend quelques exemples, regardez, il est très sévère, ne le faites plus, et puis le reste, la vie continue. Regardez, George W. Bush, le deuxième Bush, le fait qu'il ait exterminé toute la hiérarchie en Irak a mis une panique en Irak dont on n'est pas sorti. Si vous voulez, et si c'était contenté de tuer Saddam Hussein et une cinquantaine de dirigeants, puis en disant les autres ne le faites plus, si vous voulez, le pays ne serait pas dans un état pareil. Vous pouvez pas déstructurer complètement toute la hiérarchie sociale. C'est très très rare que ça fonctionne, très rare. Et d'ailleurs, vous voyez bien là aussi Napoléon en sortant de la première phase de la Révolution française, essayer de se réconcilier avec une partie de l'aristocratie qui était partie, qui a Coblence, qui en Angleterre, pour récupérer des cadres. Parce que au bout d'un moment, ça va bien, il faut s'arrêter, il faut récupérer des cadres et des gens qui ont eu l'habitude, qui ont été élevés là-dedans et qui savent quand même son ministre des Affaires étrangères, c'est Talleyrand quand même. Hein. C'était pas non plus, c'était pas le tiers état. Hein. Donc c'était le clergé, c'est vrai, mais c'était pas le tiers état. Donc, cette capacité ensuite à s'appuyer sur des gens qui avaient des grandes qualités après être passés par sur le plan moral, on puisse leur reprocher tout ce qu'on pouvait leur reprocher. C'est l'histoire du monde, c'est comme ça. Vous vous rappelez bien la phase de Chateaubriand, le crime appuyé sur le vice. J'ai vu sortir le crime appuyé sur le vice. Vous connaissez cette phrase, non? C'est que en parlant de Fouché et de Talleyrand. C'était donc Fouché, il avait quand même voté la mort du roi et il est devenu ministre du Did quand même. Enfin, c'est une chose quand même, non? Les ratés ne vous rateront jamais. Alors ça a été dit plusieurs fois. Ça a été dit plusieurs fois. Moi, je pensais, mais il a peut-être simplement répété que c'était Morin. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, non, pas du tout, c'est pas Morin, c'est un peu. On m'a dit d'où était l'origine qui est plus ancienne. Peut-être que c'est les grands cimetières sous la lune. C'est pas Bernanos? Moi, j'ai Morin, mais si vous me dites c'est pas Morin, c'est pas Morin. Peut-être. Moi, Mais c'est juste. Les ratés ne vous rateront jamais. comme ça. Voilà. Faut le savoir au départ. Donc, c'est un peu. Mais vous le saviez, vous, au départ, ça? Oui, je le sais depuis très longtemps. Depuis moi, je fais de la science depuis très longtemps. Donc, la connaissance populaire au sens vraiment du peuple est une chose qui est récente, mais dans mes mondes, vous savez, avant que tout ça commence, ça faisait 20 ans que j'étais le spécialiste en maladies infectieuses et microbiologie le plus cité au monde. J'ai écrit des chapitres dans tous les livres de référence du monde de médecine sur les maladies infectieuses. Tous. Donc, c'est pas nouveau quand même. Et donc, à chaque fois que je me suis attaqué à un domaine, les gens qui dominaient le domaine avant que j'y arrive m'ont fait toutes les misères possibles et imaginables. Toutes les mêmes que maintenant, en disant que j'avais écrit des faux, que j'avais. Enfin, c'est la vie qui est comme ça. Moi, je sais ça. Voilà. Donc, chaque fois que je suis rentré dans un nouveau champ, quand j'y suis rentré, c'est parce que ça m'amusait et que donc, je ne l'ai jamais caché. Je voulais devenir le meilleur dans ce domaine-là. Ce qui est arrivé dans l'immense majorité des cas. Et d'ailleurs, dès que j'étais le meilleur dans ce domaine-là, j'en ai changé parce que ça m'amusait plus. Parce que c'était, moi, je considérais la science comme du sport de haut niveau. Donc, c'est ça qui m'amusait. Donc, j'étais comme les boxeurs qui aiment changer de catégorie, si vous voulez, pour voir s'ils sont capables
changer de catégorie parce que c'est intéressant. Donc, et ceux qui n'ont pas fait ça de ma génération, de ceux que j'ai vus, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas changé, euh, Karl Popper disait ça. Karl Popper disait, pour pouvoir découvrir quelque chose, il faut être jeune ou avoir changé de sujet. Parce que dès que vous commencez à rester dans un domaine, finalement, vous n'êtes plus capable. Et ça, je ne sais pas si vous l'avez trouvé dans mes citations, mais c'est une de mes citations favorites qui dit il n'y a de vertu que dans les commencements. Vous savez qui a dit ça, non? Et le pire, c'est le confort, il rend idiot. Ouais, ouais. Et donc, si vous voulez, je crois ça, et à chaque fois que je me suis retrouvé dans un domaine, j'ai eu des conflits très forts, hein, scientifiques. Il faut pas imaginer, la science est une affaire humaine, donc les conflits sont de même nature. Bon, les conflits que j'ai eus quand on a décrit les virus géants, mais faut voir, hein, c'était un truc extraordinaire. Les termes c'est d'abord est-ce que c'est vrai ou pas. Donc on a envoyé les virus aux gens pour qu'ils puissent regarder, et puis ensuite les gens disaient, nous on disait, mais attendez, vous savez, c'est aussi gros qu'une bactérie, donc pourquoi est-ce que vous avez sorti les virus de l'histoire? C'est complètement idiot. C'est la même chose, c'est intracellulaire, c'est plein de bactéries intracellulaires. Moi, j'ai passé la moitié de ma vie à travailler sur les bactéries intracellulaires. Et donc, ça a été très, avec des gens qui jasaient sur France Culture pour dire, est-ce que les virus sont vivants? Est-ce que les virus sont pas vivants? Je n'ai rien à foutre. Il y a des gros virus qui ont été pris par les bactéries il y a 50 ans parce qu'on avait fait une fausse définition. Ce qui était intéressant, c'était de casser la définition. Ça, c'était fascinant. C'était une histoire intéressante. Mais donc, chacun des éléments qu'on a trouvés ou sur lequel qu'on a mis au point, à chaque fois, on a eu des conflits considérables. C'est la nature humaine, c'est comme ça. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de réaction négative quand vous publiez quelque chose, c'est que ça n'a aucun intérêt. Les gens l'ont pas lu, vous voyez. Mais s'il n'y a pas de réaction, c'est que c'est pas important. Plus les réactions sont fortes, plus ça veut dire que, tiens, vous avez mis le doigt sur quelque chose, parfois sans s'en rendre compte, parce que parfois, moi, j'ai trouvé des réactions incroyablement violentes, alors que je trouvais que ce que je disais était banal. La preuve que c'était pas banal, c'est que les gens étaient sidérés par ça, hein. Que donc, ça créait des tensions absolument considérables. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est Audiard. Hein. Audiard. C'est très juste aussi. Oui, 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 c'est juste. C'est juste, moi, je pense que c'est si banal, la connerie, et puis c'est difficile à définir, je trouve. Si on me demandait de définir les cons, je serais très ennuyé. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être des gens qui parlent de choses qu'ils ne comprennent pas. C'est probablement la définition la plus proche, parce qu'il y a des gens qui regardaient sur tous les plateaux de télévision, et non, je ne veux pas parler, mais des gens qui sont très célèbres, y compris des gens qui ont fait des choses qui sont très bien, qui sont permis de me traiter de criminel ou de trucs, alors que leur métier, c'est d'être qui acteur, qui historien, qui écrivain, qui pseudo-philosophe, peut-être de qui je parle. Mais, si vous voulez, ces gens, d'un coup, c'est comme si moi, j'ai pas de, je vais pas me prononcer en public sur les qualités euh, de gens qui s'expriment dans un domaine que je ne connais pas. Alors ça, c'est des cons. Ça veut pas dire que ce soit des cons en tout. Une historienne à qui je pense, c'est pas un géant de l'histoire, c'est pas Toynbee, mais enfin, elle fait des petites choses, qui dit à la télévision que je suis un criminel, je pense quand elle dit ça, elle mérite le qualificatif de, entre guillemets, de con. C'est belle de choses qu'elle ne comprend pas, elle devrait dire, vous me posez des questions sur des choses que je ne connais pas suffisamment pour pouvoir donner mon avis. Oui. Et donc, j'arrive pas à avoir une définition qui soit univoque du con. Je sais pas trop ce que c'est. Et donc, c'est pour ça que j'évite de me retrouver à parler en public de choses que je ne connais pas ou que je ne maîtrise pas, ou de choses qui sont purement mes opinions, puisque j'évite de passer j'essaie d'éviter de passer pour un con. Donc, je me limite à un espace dont je pense que je le maîtrise suffisamment pour que ne pas passer pour un con. Arrêtez d'emmerder les Français. Il y a trop de lois dans ce pays, on en crève, laissez-les vivre et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Ça, c'est Pompidou. Pompidou, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi, mais ça, c'était une chose de Pompidou qui était très intelligente. Mais en même temps, Pompidou avait une spécificité que j'ai été le premier à rapporter, qui était malheureuse, c'est que Pompidou n'aimait pas la recherche. Et donc Pompidou a été le premier à entraîner une baisse du financement de la recherche très significative, et il a laissé complètement. Mais pour quelle raison? À cause de sa formation normale sup et tout?
Peut-être à cause de ça, peut-être parce qu'ils croyaient plus en la technologie qu'en la recherche. Mais les financements, c'est très lisible. Moi, j'avais regardé ça parce que ça m'intéresse. Les chiffres sont intéressants. Ils possèdent une certaine vérité, hein. Donc, j'avais regardé quel était le pourcentage de financement de la France en proportion de son PIB dans l'histoire de France. Donc, on voit que, bien sûr, il y a une poussée, comme d'habitude. C'est De Gaulle qui fait passer de 1,7 à 2,4, l'espace de 9 ans, pour cent PIB à la recherche, qui crée l'INSERM, qui fait vraiment dans les hôpitaux. Hein, donc c'est la destruction de l'INSERM par Lazare est une chose qui est affreuse, hein, parce que il fait ça dans les hôpitaux pour qu'on fasse de la recherche dans les hôpitaux. On n'aurait pas ces problèmes avec l'industrie pharmaceutique et le niveau de conflit d'intérêts si on n'avait pas détruit le système que De Gaulle avait mis en place, hein, qui était l'INSERM. Entre la réforme Debré et la création de l'INSERM, il y avait là tous les moyens pour faire de la recherche médicale qui ne soit pas entièrement vendu à l'industrie pharmaceutique. Donc, il fallait garder ça. Et donc, je sais pas, Pompidou, je crois, comprenait ou était intéressé peut-être par le nucléaire qui avait été lancé bien avant, peut-être l'aéronautique, mais pour le reste, je crois que ça l'intéressait pas ou que il s'intéressait, c'était un grand, donc on peut pas dire que c'est un con, Pompidou. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé, enfin, c'est quelqu'un qui aimait la poésie, qui la connaissait, c'est quelqu'un qui avait des côtés intelligents, qui avait des manières de traiter des sujets extrêmement difficiles, euh, euh, intelligentes. Donc on peut pas dire, mais sur ce principe-là, on peut dire voilà, oui, là il a rien compris, quelque chose qui était quand même un des enjeux incroyables il a fallu attendre Chevènement pour revenir à un pourcentage de euh, d'investissement dans la recherche par rapport au PIB équivalent à celui de De Gaulle. Hein. Giscard s'en foutait aussi, mais ça se voyait sur sa figure. Hein. C'est pas non plus un mystère. Hein. C'est une guerre de religion. Nous sommes les hérétiques qui avons blasphémé la religion du progrès et de l'argent. Ça, c'est nous, ça, non? C'est vous. Ouais, ça, c'est nous. Mais oui, mais c'est ça, l'hérésie. Hein. L'hérésie, c'est ça. C'est-à-dire, vous savez bien, alors, l'hérésie, c'est bien parce que ça va vraiment avec la propagande. Hein. Donc, la propagande, vous savez d'où ça vient, la propagande, hein, c'est l'Inquisition. Hein. Donc, c'est la propagande à diffuser. Donc, c'est la propagation de la foi. Hein. Que donc, si vous n'acceptez pas ce qui est la foi propagée, par définition, vous êtes un hérétique. Hein. C'est comme ça. Donc, c'est la nature des choses. Donc, d'une part, c'est bien sûr la manière dont on traite les gens qui ne pensent différemment et l'idée c'est seulement maintenant que la science est devenue un outil politique et religieux est une fantaisie. C'est pas vrai, ça a toujours été le cas. Toujours, hein, comme ça. Ça fait partie, bien sûr, c'est une activité humaine. Donc, comme toutes les activités humaines, c'est soumis aux mêmes contraintes euh, culturelles, historiques. Enfin, c'est pas un objet non humain. Enfin, donc, il y a l'idée qu'il y a une réalité scientifique pure qui ne soit pas du tout, qui échappe complètement à la culture est une fantaisie. C'est pas vrai. Là, vous sortez un livre sur les antibiotiques. Oui, oui. Alors, on apprend qu'il y a des antibiotiques qui marchent très bien, mais qu'on ne fabrique plus. L'amoxicilline, par exemple, parce que ça rapporte pas d'argent. Mais parce que on a un système. Alors ça, je suis à l'aise parce que c'est un point sur lequel je réfléchis depuis longtemps. On a un système, tout notre système, le système d'évolution du capitalisme moderne, à partir du XVIIIe siècle, va être basé sur la mise à disposition de la propriété intellectuelle sous condition de transparence et en compensation d'un monopole pendant 20 ans. C'est le brevet de Watt. Watt inventait le brevet. Et donc, vous déposez un brevet, c'est-à-dire qu'au lieu de la protection par le, la dissimulation, vous divulguez la manière dont vous faites les choses, ce qui vous donne le droit d'en avoir le monopole pendant 20 ans et 20 ans seulement. Après ces 20 ans, tout le monde peut le faire.
Et donc ça, c'est une stratégie qui va être au départ, certainement qu'il y a des domaines dans lesquels ça marche encore, extrêmement efficace, puisque c'est une stratégie qui pousse à l'innovation en permanence. Puisque ce que vous avez créé ne vous rapporte plus au bout de 20 ans. D'accord? Et donc, pour pouvoir continuer là-dedans, il faut que votre création devienne obsolète. Alors, c'est assez facile pour nos micros de les rendre obsolètes. D'ailleurs, pour ça très bien. Apple fait ça très bien. Donc, il vous charge à un point tel qu'à la fin, votre mémoire suffit pas et qu'il faut que vous changiez. C'est vrai pour les iPhones, c'est vrai pour tout ce que vous voulez. Donc, l'obsolescence dans le monde électronique est assez facile à obtenir. L'obsolescence des voitures, maintenant, moi, je suis très frappé par ça. Vous voyez, quand j'étais jeune, puis je retourne en Afrique relativement souvent, vous voyez, je vois en Afrique, il y a encore les 504 qui marchent très bien. Hein. Essayez de prendre une voiture de maintenant, elle va perdurer 30 ans, 40 ans, vous allez voir, ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc, l'électronique a rendu l'obsolescence obligatoire. Et quand elle n'a pas réussi à le faire, c'est la loi qui rend l'obsolescence obligatoire. Donc, le contrôle technique vous oblige à vous débarrasser de votre véhicule parce que le mettre aux normes coûte trop cher. D'accord? Donc, l'obsolescence technologique est un outil capitalistique, est un outil extrêmement d'usage extrêmement important. Le problème des médicaments, c'est que c'est de la chimie. Et que la chimie, ça peut pas devenir obsolète. C'est-à-dire une molécule est une molécule. À partir du moment où elle est faite correctement, qu'elle ait été faite maintenant, il y a 100 ans, il y a 120 ans, il y a 200 ans, c'est la même. Donc vous ne pouvez pas la rendre obsolète. Donc comment on fait? Pendant un certain temps, on fait croire que les choses qu'on fait vont mieux, ça marche mieux. Il y a une limite à ça. Donc pour ça, on invente, au bout d'un moment, quand on se rend compte qu'on n'y arrive pas, on invente une chose qui sur le plan éthique est un scandale, qui s'appelle des essais de non-infériorité. C'est-à-dire qu'on fait des essais avec une nouvelle molécule contre une molécule connue, et on essaie de montrer que la nouvelle molécule n'est pas plus mauvaise que celle qu'on avait avant. Donc ça veut dire qu'elle a aucun intérêt en pratique. Et on peut pas, moi je dis qu'on peut pas expliquer à un malade qu'on va lui donner une molécule dont on ne sait pas si elle marche, alors qu'on sait qu'il y en a une qui marche, et on lui donne ça en aveugle. Je pense qu'on est obligé de mentir pour faire un truc pareil, parce qu'il n'y a pas de malade, pour ceux que je connais, moi j'ai vu beaucoup de malades dans ma vie, hein. Personne n'accepte un deal pareil, sauf si vous le payez. Alors là, vous dites, l'expérimentation, je vous paye, mais vous prenez un risque, et donc je paye ce risque. Mais vous lui faites prendre un risque sans le payer ou sans le rétribuer d'une manière ou d'une autre, c'est un truc qui est impensable. Et pourtant, vous voyez, ça existe maintenant, donc à permanence. Moi, j'avais fait venir quelqu'un qui me déteste beaucoup depuis, qui est à fois au comité d'éthique et qui a beaucoup aidé l'industrie pharmaceutique, s'appelle Madame Costagliola, à venir faire un séminaire chez moi sur l'intérêt des essais en double aveugle de non-infériorité. Elle m'a expliqué, j'ai rien compris à la fin. Et non seulement j'ai rien compris, mais j'ai dit, mais même, en fait, les essais randomisés qui ont nourri quantité de gens extraordinaires, de médecins extraordinaires, pour le sida ou pour l'hépatite C chronique n'ont jamais eu de sens, puisque pour savoir si les gens étaient malades ou pas, il suffisait de leur faire une prise de sang pour savoir s'il y a encore des virus. Quand vous traitez les gens, il n'y en a plus. Quand vous arrêtez de les traiter, ça remonte. Vous n'avez pas besoin, si vous injectez de l'eau, je vous assure, les virus ne baissent pas tout seuls. On le sait depuis très longtemps. Donc, s'ils ont des maladies chroniques. Donc, toute la base, donc il y a toute une base, et toute la base des gens qui ont géré en France le Covid, est une base de gens qui ont été formés par les essais thérapeutiques, qui étaient des essais thérapeutiques qui étaient, pour la plus grande partie d'entre eux, totalement inutiles. Donc, il suffisait, non seulement ils étaient inutiles, mais dans un certain nombre de cas, ils étaient même incroyablement bizarres. C'est pour l'hépatite C, qui est une des seules réussites thérapeutiques qu'on ait depuis 25 ans, le traitement des hépatites C chroniques. Eh bien, le laboratoire a décidé de faire une étude randomisée pendant 12 semaines. Donc, vous n'avez pas le choix, vous faites 12 semaines, le placebo ou le médicament, et vous regardez ce qui se passe au bout de 12 semaines, et au bout de 12 semaines, vous constatez que la plupart des gens qui ont reçu le médicament sont guéris. Très bien. Et vous, encore une fois, vous n'aviez pas besoin de faire ça. Vous regardiez, au bout d'une semaine, s'il y avait autant de virus, après avoir reçu
le médicament, vous n'aviez pas besoin de placebo. Et ensuite de ça, on s'est rendu compte que les 12 semaines, je sais même pas, c'est même pas les 24 semaines qu'ils avaient prévues au départ, n'étaient pas du tout nécessaires, il suffisait de 6 semaines. Mais personne ne pouvait le tester, puisque personne n'avait la molécule pour tester simplement si, au bout de 3 semaines, ça suffisait pas. Il y a des gens qui, au bout de 15 jours, n'avaient plus de virus du tout, donc c'était pas la peine de leur donner pendant 12 ou 24 semaines. Mais comme celui qui ordonnait et qui était le seul à avoir la molécule, c'était le laboratoire, il a vendu au pays entier, à tout le monde, à la France, des traitements d'une durée qui n'était absolument pas justifiée, mais qu'ils avaient désignés à l'avance, d'accord, alors qu'il suffisait de faire des prises de sang pour savoir si ça marchait ou ça marchait pas. Donc, si vous voulez, tout ça, il y a quand même un bain de gens qui ont été formés dans cette pensée-là. Je ne dis pas qu'ils soient malhonnêtes, ils croient réellement. Et quand vous le secouez en disant, mais tu sais, pour savoir si ça marche ou si ça marche pas, traitement du sida, tu regardes les charges virales, mais tu le sais tout de suite, hein. Et nous, on les rend en 2 heures, les charges virales. C'est pas compliqué. Donc, tout ça est monté, et du coup, comme c'est les gens qui sont, vous avez plus d'argent dans l'industrie pharmaceutique, parce que quand vous donnez des traitements comme ça, vous les donnez à vie, donc, et c'est très cher, donc c'est des choses qui sont extravagantes. Eh bien, vous avez réussi à imprimer un mode de pensée qui fait qu'il devient extrêmement difficile de dire aux gens, mais vous vous êtes pas rendu compte que c'était stupide, c'est bête, c'est pas intelligent. Et donc, maintenant, au point où on en est, comme c'est très difficile de trouver des molécules, il y a très peu de trous thérapeutiques actuellement, très très peu, très peu. Il y a des niches, il y a des maladies qu'on n'arrive pas bien à traiter, mais il y en a très très peu. Et donc, pour trouver quelque chose de rentable, ou bien il faut inventer une nouvelle maladie, en disant, écoutez, c'est épouvantable, il n'y a pas de médicaments, et on teste rien du tout de ce que nous avons, interdiction de tester ou d'essayer de traiter avec des choses qui existaient avant la maladie. Intéressant. Ou bien alors, petit à petit, vous éliminez les génériques, si vous voulez, en les payant de moins en moins cher, par exemple, et puis, donc ça laisse de la place pour des nouveaux médicaments, puisqu'on a supprimé les génériques. D'accord? Donc, le problème de l'obsolescence des molécules thérapeutiques, c'est une vraie question. C'est une question vraiment majeure, hein. Donc, c'est une question sur laquelle il faudra réfléchir parce que le capitalisme est évolutif aussi. Donc, il faudra bien trouver des contre-pouvoirs contre des puissances euh, de cette nature. Vous voyez, c'est Crassus, vous voyez, se retrouve et qui achète une armée romaine plus grande que celle de la République. Donc, c'est quand même ça. Il a fallu changer de régime quand même. Vous pouvez pas continuer à laisser les gens s'enrichir au point de s'acheter une armée personnelle plus forte que celle de la République. Donc il a bien fallu que ça se termine comme ça s'est terminé. C'est-à-dire, on confisque tout, puis c'est l'État, hein. Dernière citation. Avant de se quitter, professeur, je ne sais pas qui sont les complotistes. Mais désormais, je sais qui sont les comploteurs. Oui, moi je dis ça parce que, C'est vous. oui, bien sûr, j'ai dit ça parce que effectivement, on a, c'est pas moi d'ailleurs, parce que j'ai pas ni la patience ni le goût à faire ça, mais heureusement il y a des gens qui sont penchés là-dessus, en particulier Azalbert de François, qui est un vrai journaliste, hein. Lui, alors, il n'y en a pas beaucoup de vrais journalistes, mais lui c'est un vrai journaliste, hein. Un vrai journaliste d'investigation, et donc ils ont infiltré ce groupe-là de comploteurs, hein, et on a toute leur communication, leurs tweets, on attend que la justice nous permette de les révéler, on a tout, hein. Ah, on sait déjà par qui ils étaient appointés. Le fonds Marianne. Si, oui, bien sûr. Là aussi, il va falloir que ça arrive un jour devant la justice, c'est-à-dire que quand même l'État a payé des gens pour nous calomnier, hein. Donc, si vous voulez, donc, je veux bien être complotiste. D'ailleurs, si on m'a demandé si ça me gênait d'être complotiste, j'ai dit je me fichais complètement. Si les gens ont envie de m'appeler complotiste, vous savez, je me fiche. Ça n'est pas mon problème. Le qualificatif que me donnent des gens qui font partie d'un monde que je ne fréquente pas, ça ne m'intéresse pas. Vous avez été décoré par tous les présidents. Macron vous a pas décoré. Si, il vous a décoré de la médaille du complotiste. Ah, elle n'a pas été. Non, mais comme ça c'est quelque chose dont je suis très fier. Euh, Quand il était venu ici, je lui ai dit, vous savez, pour une situation de cette nature, vous devriez restaurer des choses qui existaient avant, qui étaient la médaille des épidémies. Vous savez, une médaille des épidémies, et puis je sais pas si c'est De Gaulle ou Pompidou qui a fait ça, qui a fusionné toute une série de médailles pour que ça devienne l'ordre du mérite, je pense. Et donc ces médailles ont disparu ou ont été dispersées ailleurs.
où elle a été fusionnée avec la médaille du service de santé désormais, mais je vous rassure, celle-là, je l'ai. Donc, je lui ai dit ça, et il a dit, ah bon, c'était intéressant, enfin, chose que je lui ai dite, il a trouvé quelques-unes qui étaient intéressantes. Il l'a pas fait, et au contraire, moi, j'ai été surpris de voir que la distribution des légions d'honneur et des médailles d'ordre du mérite pendant toute cette période allait à des gens qui ne soignaient pas, qui s'occupaient pas des malades. Donc, ce qui va contre mon opinion. Mais du coup, nous, ce que nous avons fait, parce qu'ici, ce qui s'est passé à vivre, c'est pour ça que je me fiche un peu de toutes les histoires et de toutes les médisances. On a vécu une aventure incroyable. Il y a 250 000 personnes qui sont venues se faire tester ici. Inouï. On en a traité 34 000 dans les 2 premières années. C'est inouï ce qui s'est passé. Pour ça, on a fait appel à des volontaires qui sont venus un peu partout, des gens qui étaient à la retraite, des gens qui faisaient ça quand ils avaient fini leur cabinet, parce qu'il fallait téléphoner, on s'était engagé à téléphoner en moins de 12 heures le résultat des gens, tellement les gens étaient affolés, si vous voulez. Ensuite, quand il a fallu vacciner, si vous voulez, que les gens, il y avait une demande phénoménale des gens qui pleuraient de joie quand ils étaient vaccinés, parce qu'ils étaient tellement affolés. Donc, il y avait une demande absolument considérable. Donc, on a eu jusqu'à 200 personnes volontaires, bénévoles, qui sont venues nous aider. C'est une chose qui est extraordinaire dans ces situations de crise. Vous voyez le pire et le meilleur des gens. Et donc, il y a des gens qui étaient, enfin, c'est inouï, leur dévouement, euh, des gens qui avaient 75 ans, qui faisaient plus de médecine depuis 5 ans, qui venaient là, et donc il fallait téléphoner les résultats aux gens. Ça, écoutez, venez demain matin, vous avez pris un rendez-vous, bien alors, écoutez, on peut vous rassurer, c'est négatif. On a monté une usine pour répondre à ça. Et donc, moi, ça m'a émerveillé. Heureusement, on avait notre présidente qui avait organisé, qui était une très très bonne organisatrice, qui est Yolande Obadia, qui est géniale, qui a organisé ça, pareil, en étant bénévole. Tout ça, c'est des bénévoles qui ont servi le pays. Si vous voulez, que ces gens, on les remercie même pas. Et ça m'a fait de la peine. Et donc, comme j'en avais la possibilité, nous avons créé une médaille de l'épidémie du Covid à Liège. Et donc, nous avons donné cette médaille avec à tous les gens de l'IHU qui sont bénévoles, qui travaillent là, qui avaient participé à cette lutte incroyable, où pendant cette période, on a eu le taux d'absentéisme le plus bas de toute l'université et de tout le CHU. Les gens sont venus, même quand ils étaient fatigués, même quand ils étaient épuisés. Les gens sont venus, ils se sont sacrifiés pour faire quelque chose d'extraordinaire, qui a été une aventure absolument extraordinaire. Donc, si vous voulez, vous n'imaginez pas comme je me fous des médisances et des calomnies qui circulent sur mon compte. J'ai vécu une aventure extraordinaire, j'ai vu des gens extraordinaires, j'ai eu des collègues que j'avais plus vus depuis 30 ans qui m'ont dit on vient t'aider. C'est une joie extraordinaire, c'est magnifique de voir ça. Donc, chez l'homme, il y a tout, hein. L'ange et le diable, ça vous savez qui l'a dit quand même. Ben, au cours de cette conversation, on a dit du mal de la nature humaine, certains de ses penchants, mais là, on termine sur une note d'espoir quand même, parce qu'il y a des gens extraordinaires et formidables. Extraordinaire, formidable. Il y a des mobilisations extraordinaires. Euh, moi, encore une fois, je me plains de rien du tout. J'ai eu un nombre de remerciements qui est absolument extraordinaire. Chaque fois que les gens voyaient que quelque chose pouvait me faire plaisir, les gens se sont vite rendus compte que j'aimais la peinture. J'ai reçu des dizaines de tableaux. Donc, je sais, il y en a qui faisaient mon portrait, d'autres qui disaient, regardez, je peins, je suis très content si vous acceptez ça. Euh, les gens ont su, je ne sais comment, les gens ont su que j'étais un amateur de vin, on m'a envoyé du vin, et on a envoyé du vin à tout l'IHU, les gens qui m'ont envoyé des caisses entières, on distribue ça à l'IHU. Donc les gens ont une reconnaissance vis-à-vis du travail qu'ont fait les gens ici, qui est un mouvement absolument extraordinaire, c'est magnifique, c'est beau, je vous assure, c'est beau à voir. Hein. Et donc, il ne faut pas du tout désespérer de la nature humaine. Elle est ce qu'elle est. Hein. Il y a des gens de très, très grande qualité. Et puis, il y a des gens qui sont... voilà. C'est plus... il y a des traîtres aussi. Alors ça, c'est un peu plus triste encore. Les gens qui vous trahissent, qui écrivent des cochonneries sur vous, la presse, qui vous dénoncent pour des choses. Mon Dieu, mais je sais que ça existe aussi, les traîtres. Enfin, je suis pas né de la dernière pluie. Hein. Et puis, c'est plus la chose qui est un peu plus décevante, mais que je connaissais aussi, c'est ce que je vous ai dit, là, c'est les surrenders, les gens qui se rendent.
voyez, la débâcle, les gens qui se rendent. Et c'est pas partout pareil. En plus, moi, j'ai une grande chance de vivre à Marseille, qui est une ville dans laquelle il n'y a pas eu de débâcle du tout. Et que je suis allé 3 fois à Paris parce que j'étais interrogé par la haute cour de justice. Pour voir Paris, j'étais sidéré. Personne dans les rues. Si quelqu'un sortait dans la rue, même les gens, vous voyez bien comment les gens se sont dénoncés pendant la guerre. Ils leur demandaient, montrez-moi si vous avez le droit de sortir et tout. Donc, les gens faisaient la police à la place de la police. C'était, moi, à Marseille, j'ai été arrêté qu'une seule fois par la police et pour demander s'ils pouvaient faire des selfies avec moi. Donc, si vous voulez, c'est un autre monde, quand même. Ça montre beaucoup plus. C'est civilisé, Marseille. Moi, je pense que Paris n'est pas civilisé. Donc, je dis que je pense. Je pense que Marseille est une ville très civilisée. C'est une cité-État grecque qui essaie de survivre malgré les envahisseurs successifs, si vous voulez, dans lequel vous pouvez faire entrer tout ce que vous voulez petit à petit. Ceci se mélange, ceci se recompose, ceci ensuite va faire monter sa vie ailleurs. Il y a une production ici intellectuelle, de musique, d'écriture qui est tout à fait unique, qui est tout à fait particulière, mais c'est une cité-État. Donc c'est très très, euh, c'est une ville qui est incroyablement difficile à manager. Je pense qu'il faut être fou pour être maire de cette ville. Si vous voulez, c'est extrêmement difficile. C'est une ville qui est toujours en lutte contre le pouvoir central. C'est battu à la fois contre Louis XIV, contre Napoléon. Enfin, c'est beaucoup quand même. Hein. C'est que Napoléon voulait même pas que la préfecture a d'abord été à Aix-en-Provence au lieu de Marseille. Une ville qui dans la taille avait strictement rien à voir. Le rectorat était à Aix-en-Provence parce que les Marseillais n'obéissaient pas. C'est des gens qui sont beaucoup plus difficilement gérables, qui n'obéissent pas au pouvoir central. Comme ça, c'est pas des gens très obéissants. Hein. Donc, si vous voulez, ici, cet épisode a probablement été moins douloureux, et puis a monté d'autres choses, c'est-à-dire il y a une vitalité qui existait ici, qui est, qu'on voit d'ailleurs, il suffit de se balader dans la rue, il y a une vitalité ici qui fait que les gens ont peut-être été moins affolés qu'ils ne l'ont été dans d'autres endroits. En tout cas, moi, je peux vous dire, j'ai pu comparer, et je parle pas du tout de ma popularité. Moi, honnêtement, je suis quand je vais à Paris, je suis aussi populaire qu'à Marseille. Hein. Les gens, même les chauffeurs de taxi m'adorent, j'ai pas de problème. Hein. Euh, mais j'ai été frappé par le degré d'obéissance, si vous voulez, et la peur que j'ai vue pendant cette situation. Et c'est associé, ça c'est une chose que j'ai dit très tôt, y compris au président, en disant faites attention, le plus dangereux dans cette histoire, c'est la panique. Vous connaissez ça, tous les gens qui ont lu le théâtre grec savent ça, le pire de tout, c'est la panique. Si Dieu pense, c'est terrible. Et donc, c'est ce qui s'est passé pendant la débâcle. Enfin, la débâcle, c'est inexplicable. C'est inouï. Donc, quand on voit comment les Vietnamiens ont réussi à résister, et quand on voit la débâcle 40, enfin, on peut pas imaginer une chose pareille. C'est un truc. Et donc, il y a, je sais pas, dans notre histoire, quelque chose qui fait que, d'un coup, il y a des mouvements de panique, si vous voulez, qui empêchent toute réflexion, qui empêchent de dire, pas qu'on se calme, qu'on regarde vraiment comment à faire des études, il faut recevoir les malades, il faut rectifier les formes graves. Ils n'ont pas regardé les signes cliniques, ils n'ont pas regardé. Enfin, là, vous vous rendez compte le temps qu'il a fallu pour que les gens comprennent qu'il fallait donner de l'oxygène beaucoup plus tôt avant d'attendre que les gens s'étouffent, parce que c'est tout fait juste avant d'aller en réanimation. C'était pas du tout la grippe, ça n'avait rien à voir, il n'y avait pas les mêmes symptômes. La médecine, ça commence comme ça. Il faut pas commencer à s'affoler en disant maintenant les médecins, maintenant, vous voyez plus les malades n'allez plus voir les médecins. Faites-vous soigner par téléphone, vous prenez du Doliprane. Enfin, vous vous rendez compte, comment vous affolez entièrement une population comme ça. Donc, ça, c'est très, ça, de revoir la débâcle. Moi, comme je vous l'ai dit, j'entendais ça tous les dimanches, hein, l'histoire de la guerre, les histoires de guerre entre mon père et mon grand-père, j'entendais ça tous les dimanches. Ben, je peux vous dire, c'est la même histoire. Donc, j'ai pu voir de mes yeux ce qui se passait, ce qui était la panique. D'accord. Panique. Et donc, s'il y a une leçon à prendre, je suis pas sûr qu'on prenne des leçons. Hein. C'est une des leçons à prendre, c'est à maîtriser, à pas jouer avec la peur des gens. C'est très dangereux parce qu'on ne sait pas où ça s'arrête. Panique, on ne sait pas où ça s'arrête. Les gens se suicident de panique. Il y a eu plus de morts dans la débâcle que pendant peu de soldats tués pendant la première phase en 39-40. Enfin, c'est terrible. Deuxièmement, si on apprend à le faire, sinon on n'apprend pas à le faire, peu importe. Les Chinois le font. Les Chinois font ça, c'est-à-dire qu'ils prennent toutes les molécules qui existent déjà pour les tester s'il y a un nouveau virus, pour voir. Et dedans, on trouve qu'il y a des antidépresseurs, des neuroleptiques qui marchent parfaitement contre ce virus.
des antibiotiques qui marchent très très bien contre ces virus. Et donc, plutôt que de dire, écoutez, on va inventer un nouveau médicament dont on ne connaît pas les effets toxiques, on va faire des essais randomisés, etc., le mieux, c'est de commencer par observer les gens et de dire, écoutez, voilà, si les gens meurent dans 15% des cas, vous savez, c'est pas la peine de faire une étude randomisée. Vous leur donnez le médicament, s'ils meurent dans 3% des cas au lieu de 15%, bingo, c'est fini, vous savez. Donc l'idée qu'il faut tirer ça au hasard, c'est une idée de mathématicien, c'est pas une idée de docteur. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Alors si c'est des maladies dans lesquelles il y a 1% de morts, de toute manière, la qualité du management, c'est la qualité des soins, joue un rôle tellement important qu'en réalité, le rôle du médicament, on n'arrive plus à le voir. Vous voyez, c'est une chose qui est très importante. Nous, par exemple, un domaine sur lequel on a beaucoup travaillé, qui nous a valu un ennemi français très important, c'est un domaine sur les infections du cœur. D'accord. Et donc, sur les infections du cœur, on est arrivé en standardisant le traitement antibiotique. On s'est rendu compte que le traitement antibiotique, c'était une partie de l'histoire, et que la partie la plus importante de l'histoire, c'était la dégénérescence des malades. D'accord. On a eu la chance d'avoir des gens avec qui on collaborait, qui étaient extrêmement intelligents, des chirurgiens cardiaques, cardiologues extrêmement intelligents, très compétents, et qui avaient une compétence tellement exceptionnelle qu'ils étaient capables d'opérer des malades que les autres n'étaient pas capables d'opérer. Et donc, on est tombé, alors que les gens avaient des séries à 23-25% de mortalité, on est tombé à 9% de mortalité. Quand on a publié ça, les gens sont devenus fous. Donc, ça veut dire que vous avez 2 fois moins de chances de mourir si vous venez à Marseille pour une endocardite que si vous restez à Paris. Et la réponse est oui. Mais attendez, nous, on est une partie de l'histoire. Le jour où on a un chirurgien qui a les mains d'or, le jour où il part à la retraite, ce qui dans pas longtemps, je ne sais pas ce que deviendra la mortalité. D'accord, parce que c'est la chirurgie, vous croyez quand même pas que ça se décide au ministère. La qualité de la chirurgie. Vous savez, le plus grand délit d'initié, la chose la plus injuste qui soit, c'est de savoir qui sont les bons docteurs. Hein. Donc l'idée qu'il y a au ministère, vous savez, il faut supprimer l'artisanat de la médecine, c'est une idée de cinglé. Hein. Vous savez, il faut pas confier votre corps en chirurgie ou en médecine à n'importe qui, il faut pas le faire. Hein. C'est pas vrai. Alors maintenant, je m'en fiche, le Conseil de l'ordre, j'en suis sorti, c'est une chose qu'interdit de dire le Conseil de l'ordre. Vous n'avez pas le droit de dire qu'il y a une différence entre les médecins. Il y a une différence. Et là, on peut dire, moi j'étais aux États-Unis quand il était sorti cette statistique, qui m'avait fait mourir de rire. Parce que des fois les choses sont amusantes, il est sorti une statistique sur la chirurgie cardiaque au Naval Medical Hospital. Alors moi j'étais en postdoc à Navy, et le Naval Medical Hospital, c'est à Bethesda, à côté de Washington, et c'est là que vont les présidents des États-Unis pour se faire soigner. Et quand ils ont montré les statistiques de mortalité chirurgien chef de la chirurgie cardiaque du Naval Medical Hospital, ils ont été terrifiés parce qu'ils tuaient 3 fois plus de gens que les autres. Et donc, ils ont viré, ils ont essayé de patcher le truc. Parce que quand même, dans l'endroit où on soigne le président des États-Unis, d'avoir un des plus mauvais chirurgiens cardiaques, c'est un problème. Donc, mais dans ce domaine-là, les États-Unis avaient de l'avance, c'est-à-dire qu'ils faisaient une évaluation individuelle et éventuellement ils convoquaient les gens pour leur dire, écoutez, comment ça se fait que vous avez une telle mortalité? Alors, ça peut s'expliquer, mais attendez, moi j'opère des gens qui ont 85 ans, donc la mortalité n'est pas la même que si je faisais que des gens qui ont 40 ans, ce qui est vrai. Donc, ça peut être explicable. Mais au moins, il y a quelque chose qui était lucide, qui est de dire, vous savez, nous sommes inégaux avec les mains. L'adresse, on voit dans tous les domaines, le sport, la peinture, tout ce que vous voulez, la musique. Voilà, la chirurgie, c'est pareil. Hein. Donc, et la réflexion intellectuelle, vous savez, c'est pareil, c'est différent d'un médecin à l'autre, on pense pas pareil. Hein. Donc, de dire que tout ça est pareil, tout ça, ça peut être régulé avec des normes, c'est intéressant, mais c'est inexact. Donc, il restera des chemins de. Moi, j'ai été très sollicité. Il y avait un type qui était le roi de ça, c'était l'ancien maire de Marseille, qui était Gaston Defferre. Gaston Defferre adorait donc soigner beaucoup politiquement tous les médecins, parce que la chose la plus importante pour lui, c'était de pouvoir téléphoner aux spécialistes en disant qui je peux voir pour ci, ou j'ai un copain qui a ça, dis-moi à qui il faut l'envoyer. Et donc, il était copain avec tous les patrons du CHU pour être sûr de pouvoir les avoir au téléphone s'il avait un besoin pour lui ou quelqu'un de ses amis. Parce que c'est une chance considérable de savoir à qui on peut s'adresser quand on est malade ou quand on doit être opéré, quand même. Oh oui. Professeur, la bonne mère va vous garder. Je vous remercie de cette conversation, c'était passionnant.
Et c'est bien parce qu'on a survolé énormément de choses. Et on est rentré parfois dans le dur, et ça fait aussi plaisir. Merci beaucoup de tout cœur. Merci. Au revoir.